Prise 1. Bienvenue à La Quête, le podcast scientifique et ludique guidé par la perpétuelle recherche de performance sportive. On est content de partager ça avec vous. Merci d'être là. Je pense que non. On va en faire deux celles-là. Okay. C'est facile de balancer. Frankie Boy, hypertrophie. Sujet du jour. Je pense que comme tout garçon qui a commencé l'entraînement, j'ai commencé en hypertrophie. J'étais lire 1000 livres là-dessus, littérature, savoir comment que je peux optimiser mon gain musculaire. Jusqu'à temps que je comprenne que c'est pas juste dans le but d'avoir des gains musculaires. Et aujourd'hui, que je touche à plus de sport, je touche à d'autres facettes de l'entraînement qui est pas juste hypertrophie, mais qui est force, puissance, etc. Fait que, je veux qu'on revienne à l'hypertrophie. Je me perds. Parle-moi un peu de qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'hypertrophie exactement. Ouais. Ce qu'on entend par l'hypertrophie, c'est le grossissement des fibres musculaires par le biais de l'entraînement. Les guns. Les gars, le chest, le dos, peu importe, c'est d'augmenter ta masse musculaire. Puis l'hypertrophie, ça a soit la visée finale de l'esthétisme, du bodybuilding, du culturisme, de juste avoir une grosse masse musculaire, ou, dans un contexte un petit peu plus athlétique, c'est d'augmenter la performance sportive via une hausse de la force musculaire par le biais de l'hypertrophie. Parce que plus tes fibres musculaires sont grosses, plus la surface transverse du muscle qu'on appelle, donc si mettons tu coupais ton muscle en deux sur le sens de la largeur, tu aurais comme un cylindre, là, tu sais. Plus ce cylindre-là est gros, plus tu peux produire de la force. Donc, ton objectif, si tu veux faire de l'hypertrophie dans un contexte athlétique, c'est de à la fois augmenter ta force, mais en augmentant ta masse corporelle. Il y a des sports pour lesquels ça pourrait être pertinent, le bobsleigh, le rugby, le hockey, à la limite. C'était pour soit utiliser le poids de ton corps pour générer un mouvement ou te faire rentrer dedans, là, tu veux peut-être avoir une certaine protection par le biais de tes muscles. Okay. Ouais. C'est un sport qui est plus, mettons, de vitesse ou d'explosion. Ouais. Si on parle d'un sport, mettons, comme la course marathon. Là, généralement, tu voudrais pas viser l'hypertrophie. Okay. Tu voudrais viser une augmentation de la force, tu voudrais viser une augmentation de la puissance ou même utiliser la pliométrie pour améliorer tes performances. Tu vas chercher à avoir un meilleur rebond, mais tu voudrais pas être plus lourd parce que ça implique de traîner ce poids-là sur la distance du marathon. Okay. Et aussi, des athlètes qui doivent battre la gravité. Je pense à vélo, monter des côtes, trail running, encore une fois, monter la côte. Plus t'es lourd, plus ça coûte cher. Donc, à utiliser avec parcimonie peut-être l'hypertrophie dans un contexte de performance athlétique. Je pourrais ajouter que c'est souvent l'hypertrophie, c'est souvent le point de départ de n'importe quelle périodisation athlétique. Tu sais, tu disais, quand tu as commencé la muscu, tu faisais de l'hypertrophie parce que c'était ça les influences. Bien sûr, mais aussi l'hypertrophie aide à préparer tes tissus pour la force max, la puissance max, les autres phases un petit peu plus athlétiques de ton entraînement. Donc, c'est pas mauvais de commencer avec l'hypertrophie. Tu sais, si ça se trouve, tu as aidé à créer la fondation de techniques, de gestuels, d'apprentissage des mouvements avec des charges moyennes avant de commencer à aller un petit peu plus lourd. Donc, c'est pas perdu de commencer avec l'hypertrophie. On veut juste faire attention à la quantité de tissu qu'on rajoute sur le corps dans un contexte athlétique. Quand tu parles que ça fait partie d'une certaine périodisation, est-ce que tous les athlètes, peu importe le sport, ont quand même une période d'hypertrophie dans leur planification? Non? Je dirais non, je pense pas. Okay. Parce qu'il y a des sports où est-ce que tu veux vraiment pas gagner de la masse musculaire. Fait que tu voudrais pas avoir une période d'hypertrophie parce que ça va venir t'éloigner de ton objectif avant d'y revenir. Tu sais. Tu vas juste essayer de rester aligné sur ton objectif. C'est possible de faire des phases d'entraînement qui sont sous-maximales, autant d'un point de vue de force que d'un point de vue de puissance, sans gagner de la masse musculaire puis de jamais t'éloigner de ton objectif. Donc non, ce n'est pas tous les sports où est-ce que tu vas avoir de l'hypertrophie dans une phase d'entraînement. Souvent, tu vas avoir des phases qu'on appelle préparation générale, comme retour de vacances ou post-compétition, où est-ce que tu es un peu en deux. Là, tu vas avoir des ingrédients de ta recette musculaire qui vont ressembler à l'hypertrophie sans nécessairement te rendre à l'échec ou créer les déchirures musculaires qui sont associées. Un rep range ou une... C'est ça. Okay. Si on parle de recommandations générales de l'hypertrophie, à quoi ça ressemble maintenant? Ça ressemble à du dosage. Fait que tu vas avoir tes doigts sur le levier puis tu vas progressivement tourner le levier vers l'intensité. Ce que je veux dire par là, c'est tu vas commencer à une dose relativement faible
puis voir comment tu réagis. Puis là, De volume. De volume, exact. Puis là, tu vas chercher à augmenter ton tonnage petit à petit. Quand je parle de tonnage, répétition fois série fois charge soulevée. Donc, ce volume-là, ce chiffre-là va venir beaucoup dicter ta réponse en hypertrophie. Donc, le terrain de sable, le carré de sable, le terrain de jeu de l'hypertrophie est immense. Et c'est probablement une des raisons pourquoi c'est si populaire dans les gyms, c'est que en tant que coach ou même en tant qu'athlète qui s'auto-coach, la recette est vraiment variée. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est créer une fatigue musculaire importante. Puis une fois que tu as atteint ça, tu vas avoir de l'hypertrophie. Donc, les recommandations générales, on a généralement 4 à 8 exercices par séance. On va avoir 2 à 5 entraînements par semaine. Ça, c'est pour les recommandations de base. Après ça, on rentre dans les détails. Là, les détails sont vraiment importants. Pour ce qui est des répétitions, on peut faire de 5 à 30, 35, 40 répétitions. Le fameux rep range du 8 à 12 reps, là, ça, c'est complètement dépassé là, comme méthode. Et on peut avoir des charges qui vont de à peu près 85% de ton 1RM, 85% de la charge que tu peux soulever une seule fois, à environ 30% de ton 1RM. Fait que très, très léger. La différence entre les deux, c'est que si tu veux à la fois gagner en force et gagner en hypertrophie, tu as plus d'intérêt de rester du côté des charges lourdes. Mais si ton but, c'est juste de gagner en tissu, ben, tu peux faire n'importe quelle plage de répétition à plus que 10 jusqu'à 30, 40, tant que tu te rends à l'échec musculaire. Ouais. Donc, la proximité de l'échec musculaire, c'est aussi une composante cruciale de l'hypertrophie. Tu veux te rendre à une très grande fatigue musculaire, comme j'ai dit tantôt, et ça passe par continuer la série jusqu'à ce que le muscle visé par l'exercice ne soit plus capable de créer la contraction. Si tu te rends là, tu t'es rendu à l'échec musculaire et tu vas déclencher les signaux d'hypertrophie. Après ça, c'est pas crucial de toujours aller à l'échec, mais on sait que c'est inversement proportionnel à la charge. Plus la charge elle est légère que tu utilises là, dans ton exercice, plus c'est important de te rendre à l'échec. Plus la charge elle est lourde et importante et intense, tu peux te laisser quelques répétitions en réserve et quand même avoir de l'hypertrophie. OK, je savais pas ça. Ouais. Et un autre composante, je regarde juste mes notes pour être sûr que je perds rien, c'est dans l'aspect de quantité de séries par groupe musculaire par semaine. Ouais. Maintenant, on conceptualise l'hypertrophie dans la recette de la semaine totale plutôt que dans une séance. Fait que tu vas avoir au minimum une dizaine de séries par groupe musculaire par semaine et tu peux aller jusqu'à 25, 30 séries par groupe musculaire tout par en semaine. tournant le bouton tranquillement du volume. Exactement, c'est ça. Fait que c'est ça ce que j'entends par cranker le bouton du volume progressivement, c'est que tu vas commencer à 10, c'est à peu près le point de départ minimal, puis tu vas, selon tes objectifs, le cranker de plus en plus. Si ton objectif, c'est la performance athlétique, au-delà de 15-20 séries par semaine, là, tu vas avoir ton hypertrophie puis ça va être en masse. Mais si ton but, c'est le culturiste, le bodybuilding, ben là, tu peux continuer à tourner ta roulette encore plus. Donc, voilà. OK, super. J'ajoute, avant que tu poses une autre question, Oui. que dans les recommandations générales de repos, de temps de repos, il y a eu aussi beaucoup de progression. Avant, on pensait que une des recettes de l'hypertrophie, c'était de créer un stress métabolique, là, que le muscle soit fatigué d'un point de vue local, puis que de ne pas lui donner beaucoup de temps de récupération, puis de le réattaquer avec une autre série, permettrait encore plus d'hypertrophie. Mais maintenant, on sait que c'est pas tout à fait vrai, que d'avoir des plus longs temps de repos permettrait d'utiliser une charge qui est plus élevée et donc avoir une plus grande tension musculaire sur chaque fibre, parce que la charge que tu déplaces elle est plus lourde, amènerait plus d'hypertrophie. Donc, on vraiment, là, puisqu'il y a un grand aspect de culture d'entraînement dans l'hypertrophie, il y a beaucoup de petits dogmes, puis il y a vraiment beaucoup d'études récentes qui cassent ou confirment certains de ces dogmes-là. Je trouvais ça important de parler des temps de repos parce que c'était dans les misconceptions en anglais, dans les aspects moins bien compris, on va dire. Mais je pense que pour la force, la puissance, on sait des longs temps de repos, c'est clair, 3-5 minutes, peu importe, faut être vraiment frais. Mais l'entraînement, vu qu'on vise l'échec musculaire par moment, c'est là que, même moi en tant que coach, longtemps, je me suis demandé,
comment je gère les temps de repos, parce que des fois, je veux que la personne n'arrive pas à performer autant de répétitions à la deuxième série qu'à la première. Ouais. Je veux créer cette fatigue-là, mais en même temps, je veux quand même une qualité d'entraînement puis un tonnage élevé, puis je veux quand même mettre plus de charge. Fait que là, je suis comme, fait qu'un 30-11, ça fonctionnerait. Ouais. Mais également, un 90 secondes, même un 120. Ouais. Fait que là, c'est là qu'en tant que coach d'hypertrophie, c'est tellement un gros terrain de jeu que t'es comme, ça fonctionne, mais ça aussi, ça fonctionne. Ouais. Puis ça, je voudrais le faire aussi. Mais là, ça, c'est, tandis qu'on dirait que les autres catégories d'entraînement de genre force, puissance, peu importe, est comme pas plus restreinte, mais c'est comme plus clair. Ouais, Les protocoles sont plus clairs. Ouais. Si tu prends juste 30 secondes entre 2 sets de 3 RM au deadlift, c'est con. Ouais. Ou tout dépendant. Tu réussiras pas, tu Ou sais. tu fais un cluster set. Ouais, Ouais, exactement. en général, c'est pas ça l'intention. Exact. Dans l'hypertrophie, tout fonctionne. Vraiment. Les super sets, les giant sets. Là, t'es comme, fait que là, si je fais antagoniste, tout fonctionne. Ouais. Fait que là, les temps de repos, c'est quelque chose qui est pas clair. Fait que est-ce que tu conseillerais de commencer, disons, la séance avec des répétitions plus basses, du genre 5, 6, 7, 8, peu importe, avec des temps de repos plus longs? Puis, à l'inverse, quand on va dans des séries qui sont avec des plus grands nombre de répétitions, on prend des temps de repos plus courts? D'instinct, je dirais oui. Puis, comme tu l'as dit en entrée de question, tout marche à peu près Ouais. en hypertrophie, puis je te répondrais ça aussi. Tu sais, l'important, c'est d'avoir les mécanismes de base de l'hypertrophie qui sont respectés. Grande tension musculaire, grande fatigue musculaire, puis tonnage adéquat. Ouais. Si tu as ça, ça devrait le faire. Peut-être que le choix d'exercice aussi viendrait. Conditionner beaucoup la charge. Si je peux Ouais, c'est ça. si je peux Puis le compléter ta repos question. également, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, des mouvements d'isolation très simples, parce que t'as aucun Pas tonus danger, de là. tronc, t'as Ouais. rien. Tant que le temps de repos va être plus bas, Ouais. versus si tu fais des trucs quand même, tu sais, on peut faire des squats puis quand même avoir des hypertrophies, là. Oui, tu sais. oui, Fait que, totalement. à ce moment-là, peut-être que là, le temps de repos serait peut-être un peu plus long. Ouais. Fait que c'est comme, tout fonctionnait. Ouais. Puis tu sais, on parlait de proximité à l'échec, là, puis de l'importance des dernières répétitions Ouais. pour envoyer le signal d'hypertrophie. Il y a une certaine parcimonie à avoir avec l'échec aussi. Tu sais, tu veux pas non plus échouer à toutes les répétitions, à toutes les séries de chaque exercice de ta Oh, ouais, séance non. parce que tu vas être brûlé. Fait que tu peux choisir. Tu sais. Puis idéalement, tu mettrais dans ma philosophie, l'échec musculaire plus proche de la fin de ta séance qu'au début, tu sais. Puis au début, tu vas avoir des plus grandes masses musculaires. Comme ça, si tu fatigues, il y a moins de risques pour la technique ou pour ta sécurité, tu sais, de faire des grands mouvements au début, puis des mouvements plus en isolation avec des machines, par exemple, à la fin de la séance, parce que tu peux te permettre moins de temps de repos, moins de charge, plus de fatigue, puis même si ta qualité technique diminue puis qu'il faut que tu finisses avec ta main pour te permettre de compléter les répétitions, ben c'est pas grave parce que tu atteins l'échec et c'est sécuritaire de le faire. Ouais, donc vraiment là, gérer avec parcimonie l'échec, sachant que c'est très important dans certains contextes, mais qu'il y a aussi le tonnage total qui va venir créer ta recette d'hypertrophie. Est-ce que tu pourrais planifier l'échec musculaire dans ta programmation, dans le sens où les premières semaines, tu as un peu moins de volume, tu as 10 séries, mettons, par muscle, par semaine, tu as peut-être 2 séries là-dessus qui sont à l'échec, puis la semaine 2, tu en fais peut-être 3, puis ainsi de suite? Oui, tout à fait. Et j'ajouterais aussi que la composante de l'âge d'entraînement de la personne compte. Ouais. Plus la personne elle est mature en entraînement, plus elle est vieille aussi. Là. Tu sais, si tu as des athlètes en développement, faut que tu fasses attention. Versus si tu as des adultes matures, là, tu peux t'en permettre un petit peu plus en termes de tonnage. Là. Mais aussi, il y a l'aspect de l'ondulation. Tu sais, on peut avoir des stratégies d'augmentation du volume de semaine en semaine, que ça peut être soit juste le tonnage, ou on peut garder le même volume, mais on augmente l'intensité, à savoir, on augmente la fatigue qui va être générée après chaque entraînement, et de programmer la quantité de séries à l'échec par séance, c'est une stratégie tout à fait valide, c'est une bonne idée. J'avais en fait, c'est ce que j'applique. J'avais jamais Avec pensé, mes clients. en fait. Ah non? Ah oui, j'applique. Mais tu sais, on n'a pas, tu sais, rarement on vise l'hypertrophie avec nos athlètes. C'est ça. Tu sais, en début de saison, beaucoup avec les gars de kayak, là, tu sais, pour être sûr d'avoir une bonne masse musculaire du haut du corps, mais souvent, là, avec le volume d'entraînement qui augmente, la dépense calorique est tellement grande que tu peux pas vraiment bâtir de masse. Puis de rester dans des schémas d'entraînement d'hypertrophie, tu fais pas mal juste créer de la fatigue, puis tu n'augmentes pas beaucoup la performance. Fait qu'on y vient moins, mais c'est une super idée, j'ai jamais pensé. C'est mon coach Frank qui m'aide à avoir des idées comme ça. Ouais. Si on parle de contraction musculaire, mettons, est-ce que les 3 types de contractions valent la peine ou sont payantes pour l'hypertrophie, ou est-ce que l'excentrique qui crée plus de dommages, justement, va être
on devrait mettre l'emphase plus sur l'excentrique vu que ça crée plus de dommages? Nuance sur l'excentrique, tu vas venir, si tu ne faisais que de l'excentrique, par exemple, en hypertrophie, tu n'aurais pas le même degré d'hypertrophie à terme de ton bloc d'entraînement que si tu combines concentrique, excentrique, puis peut-être un petit peu d'isométrie, mais majoritairement concentrique, excentrique, de faire pleine amplitude, plein mouvement. Il y a aussi des études qui ont montré que de travailler sur des grandes longueurs musculaires était plus efficace pour l'hypertrophie que des demi-longueurs. Fait que maintenant, ils ont comparé le squat avec un hip thrust pour voir est-ce que dans le développement des fessiers, par exemple, le fait que tu sois plus profond dans ton squat que dans ton hip thrust, ça aide l'hypertrophie? Il semble que oui. Donc, d'aller dans les pleines amplitudes, ça aide. En lien avec ta question sur l'excentrique, tu as un taux d'hypertrophie qui est à peu près 3 fois plus grand si tu combines concentrique et excentrique que si tu fais uniquement excentrique. Okay. L'excentrique accentué va surtout être utile pour la force maximale, beaucoup plus que pour l'hypertrophie. Ouais. Intéressant. Ouais. C'est clair pour les contractions. Si on parle de qualité d'exercice, parce que tu es dans la force, dans la puissance, comme les capsules précédentes. Allez l'écouter à la maison. On parle de qualité, on parle de fraîcheur, on parle de rapidité pour la partie concentrique du mouvement. Est-ce que le mind-muscle connection, la connexion neuromusculaire. J'avais pas ça. C'est ça. est plus importante dans un contexte d'hypertrophie. Est-ce qu'on veut contrôler, en fait, le tempo de chaque répétition? Oui, pour à la fois la connexion entre le cerveau et le muscle, pour apprendre à contracter notre muscle sous la tension d'une surcharge, mais aussi, je mentionnais en début d'épisode que la tension musculaire était un ingrédient de la recette d'hypertrophie. Si tu cherches à te déplacer le plus vite possible, tu vas avoir une grande composante neurale. Ton signal électrique de ton cerveau à ton muscle va être maximisé. Par contre, on veut maximiser l'aspect local. On veut maximiser la tension sur les fibres musculaires. Donc, si on cherche à se déplacer relativement lentement, on vient surcharger les fibres car elles sont en tension plus longtemps et donc chaque fibre va être plus fatiguée que si on se déplace vite parce que si on se déplace vite, on va avoir comme une certaine forme de synchronisation musculaire qui fait que le geste va durer moins longtemps, évidemment, et donc la quantité de force appliquée sur chaque fibre musculaire va être moindre parce que va durer moins longtemps. Je crois qu'on veut ralentir un petit peu le geste. Puis souvent, tu sais, un tempo instinctif, c'est à peu près 2-3 secondes pour la moitié du mouvement, puis de revenir dans la même vitesse au retour. Fait que 5-6 secondes peut-être par contraction musculaire pour venir créer un maximum de tension. Si on parle de tonnage égal de 2 exercices, prenons un exemple facile et concret, genre les biceps. Je le fais au câble, mettons. Ou avec une barre. Volume égal, tonnage égal. Si moi, je ressens en tant qu'individu plus mes biceps avec la barre qu'avec le câble, est-ce que je vais avoir un plus grand gain hypertrophique si je ressens le mouvement plus dans mes biceps? Dans le sens que c'est ça ma question du mind muscle connection. Est-ce qu'il y aura une incidence à ressentir le bicep? D'un point de vue spéculatif, je dirais oui, mais tu me fais penser à une autre sous-réponse, c'est que l'angle, comment la force est appliquée, que ça soit en fonction de la gravité avec un poids libre ou que ça soit avec un câble, ça change ton recrutement musculaire et ça change ton potentiel hypertrophique. En prenant ton exemple de biceps, si tu as une barre, tu la lèves, le moment où est-ce que le mouvement va être le plus difficile, c'est lorsque ton bras est à 90 degrés, où est-ce que la résistance pointe directement dans le sens de la gravité. Puis après ça, un peu en bas, puis un peu en haut, ça va être un peu moins pire. Tandis que ton câble, s'il est à 45 degrés, le moment où est-ce que ça va être le plus dur, c'est quand tu es à 90 degrés entre ton bras et le câble. Et donc, l'angle pour ton biceps, on va montrer à la caméra, pour ton biceps est donc différent comme ça, que comme ça. Là, c'est pas un très bon exemple pour la radio, mais on comprend, tu sais, que varier les angles permet aussi d'avoir un recrutement musculaire qui est un peu différent au sein d'un même muscle pour venir compléter le potentiel hypertrophique. Les angles et les tensions également. Parce qu'avec un poids libre, tu as une perte d'attention éventuelle versus un câble, puisque la tension peut être là tout le long. Exactement. Reste qu'il y a quand même un phénomène d'angle optimal dans chacune des résistances, mais tout à fait. Donc, à ta question, est-ce que le mind-muscle connection change quelque chose pour l'hypertrophie? J'ai pas vu d'études là-dessus, mais d'un point de vue empirique, dans la pratique, je dirais que c'est vrai. Si on parle des splits.
OK, pour comprendre un peu, là, il y a plein de splits différents. Fait que pour les gens qui s'entraînent beaucoup en hypertrophie, en général, c'est des gens qui vont tendance à aller un petit peu plus au gym, 4 fois, 5 fois. Fait que, tu sais, ils veulent vraiment bien planifier leur séance. Puis là, on a le classique old school, là, qui fait sûrement du 8 à 12. Dos, biceps, pec, épaule, jambes, tu sais, ou du push-pull, leg, ou haut de corps, bas du corps. Comment je peux gérer ça? Toutes les options qui s'offrent à moi. Qu'est-ce qui est l'idéal ou du moins, qu'est-ce qu'on recommande là-dedans? Ben, ma réponse va être un peu plate, mais si tu te tiens dans les recommandations qu'on a dit tantôt, ça va marcher. C'est ça. Fait que vraiment, tu sais, est-ce que ton tonnage hebdomadaire est bon? Est-ce que tu es capable de générer suffisamment de tension musculaire? Puis, en fait, je vais prendre la balle au bon pour dire que tu veux pas avoir une trop grande proximité entre deux splits. Donc, entre le moment où est-ce que tu fais, mettons, pec triceps, mettons du lundi, tu voudrais pas les placer le mardi. Instinctivement, tout le monde sait ça, mais la raison pour laquelle on dit ça, c'est que si ton muscle est fatigué, tu peux pas utiliser les mêmes charges et donc tu as moins de tension musculaire. Même si le tonnage reste il restera pas le même parce que la charge va être plus faible, là, mais si tu n'es pas en mesure de créer le même niveau d'effort, autant perçu que donné, on va dire, tu n'auras pas le même niveau d'hypertrophie. Donc, tout ça pour dire que tu pourrais faire une seule fois par semaine chaque groupe musculaire si tu faisais un assez gros coup de volume, ou tu peux le répartir. Donc, c'est là que tu vas venir jouer avec tes ingrédients, mais il faut qu'à la fin de la semaine, tu aies suffisamment de séries, suffisamment de fois que tu es allé à l'échec, et ainsi de suite par groupe musculaire, où est-ce que tu cherches à avoir l'hypertrophie. Mais à volume égal, ça revient probablement pas mal au même. Sauf peut-être l'aspect hormonal, où est-ce que tu viens déclencher un signalement hormonal de faire de l'hypertrophie lorsque tu es en train de faire ta séance. Et donc, si tu répartis ça plus efficacement dans ta semaine, peut-être que la sommation des signaux hypertrophiques, mettons 3 fois par semaine, va dépasser ce que tu peux envoyer à ton corps une seule fois dans la semaine, puis ça vient se dissiper avec le temps. Mais ça, c'est un peu spéculatif. Mais je pense que aussi, si tu répartis plusieurs fois tes muscles à travers la semaine, et non juste je fais du dos. Lundi, dos. Démolis tout. Je démolis mon dos. À la fin de la séance de dos, c'est sûr que les charges que tu utilisais vont être plus faibles. Totalement. Tandis que si tu répartis ton volume à travers toute la semaine, il y a plus de chances que tu vas être moins fatigué si tu fais d'autres mouvements à travers la semaine. Fait que je pense que tu peux réussir à avoir un volume assez élevé, même plus élevé, un tonnage plus élevé, si tu répartis ta journée de dos en 2 ou 3 fois le dos parce que tu es moins fatigué. Puis tu me fais penser qu'il y a certains auteurs qui suggèrent que il y a une diminution des retours à chaque série que tu ajoutes. Exact, La première série, c'est la plus stimulante parce que c'est là que tu es le plus frais, où est-ce que tu peux vraiment aller avoir la meilleure stimulation musculaire parce que à la longue, avec la fatigue, tu viens réduire ta capacité de contracter efficacement ton muscle. C'est juste logique. Et donc, de faire ça, mettons, 3 fois 3 séries dans ta semaine, plutôt que 1 fois 9 séries, t'as une quantité de séries stimulantes qui est plus grande à 3 fois 3 qu'à 1 fois 9 parce que à ta 7e série de la même journée, ton potentiel de recruter les fibres est nettement inférieur que ta 2e série. Puis là, t'as ça plusieurs fois par semaine. Puis à quel point tu penses, mettons, je reviens à mon exemple de dos. Lundi, je fais dos. Puis je suis hyper hacké du dos, évidemment. À quel point ça affecte mes autres séances, tu sais, parce que même si c'est dur à expliquer, mais tu sais, le fait que tu fasses du dos, ton dos travaille quand même lors de l'engagement de tes pecs, mettons. Si je bench, puis j'ai l'axe bien fatigué, peut-être que je vais pousser moins à mon bench parce que je suis fatigué. Moins stable, puis C'est ça, fait que je veux dire, à quel point ça impacte, tu penses, de faire trop de volume en une journée, les autres séances? Ben, je dirais que c'est surtout vrai pour le bas de corps. Ischio quad, t'es comme, dur à dissocier. Là. Exactement. Vraiment des machines, là, c'est ça. Donc là, peut-être qu'il y a un petit peu plus de gestion de la fatigue pour le bas du corps parce que c'est rare, comme tu l'as si bien mentionné, c'est difficile d'isoler les muscles du bas de corps. Fait que je dirais peut-être être un petit peu plus stratégique avec le bas du corps que le haut du corps. Je pense qu'on peut s'en permettre un petit peu plus avec le haut du corps. Mais voilà, j'ai pas vraiment de choses à ajouter plus profond que ça. Là. Si on parle de recommandations, hygiène de vie, nutritionnelle, les guidelines un peu là-dessus, c'est quoi? Coup de chapeau à ma copine qui est nutritionniste du sport, qui m'a tout appris. Blague à part, il y a des
il y a une grande importance à créer un surplus calorique lorsque tu vises l'hypertrophie parce que tu veux créer des nouveaux tissus. Fait que si tu es en déficit calorique, tu ne permets pas à ton corps de créer des nouveaux blocs Lego dans ton corps. Donc, il faut que tu sois en surplus calorique. Maintenant, c'est pas juste la quantité de calories, il faut que tu donnes à ton corps la quantité de blocs Lego nécessaires pour venir recréer ce qui a été détruit. Et ça passe par la quantité de protéines que tu lui donnes par repas et dans la journée. Les recommandations générales en lien avec la consommation de protéines pour quelqu'un qui s'entraîne, qui vise l'hypertrophie, qui est très sérieux, c'est environ de 1,4 à 1,6 grammes par kilo de poids de protéines consommées par jour. Et ça peut aller jusqu'à 2,2, 2,4 grammes de protéines par kilogramme de poids dans la journée. Ce qui est beaucoup. Il faut que tu fasses un effort. C'est beaucoup. Oui, dans la diète nord-américaine, on a une grande présence de protéines, puis que pour quelqu'un de sédentaire, risque de pas manquer de protéines, mais pour quelqu'un qui veut maximiser son volume musculaire, il faut quand même faire un effort. Parce que l'effort, c'est pas juste la quantité totale de la journée, parce qu'il y a comme une quantité maximale qui s'absorbe par entrée, par repas, tu sais. Fait qu'il faut que tu distribues ça dans ta journée. Donc, il faut qu'idéalement, tu ailles 0,4 à 0,55 grammes de protéines par kilogramme de poids par repas. Là, ça commence à être comme du calcul un peu complexe. T'sais. Donc, c'est plus simple de se dire, j'ai besoin de combien de protéines dans ma journée basé sur mon poids. Après ça, de splitter ça en plusieurs entrées. Puis la raison pour laquelle on veut les séparer en plusieurs entrées, c'est pas juste d'un point de vue d'absorption, là, de tout rentrer ça d'un coup, ça serait physiquement impossible, mais c'est aussi parce qu'à chaque fois que tu manges, tu envoies un signal à ton corps de te réparer puis de créer des nouveaux tissus. Donc si tu manges plusieurs fois par jour, tu donnes à ton corps l'occasion de créer plusieurs cycles de réparation dans ta journée. Okay. Mais là, par contre, là, si on parle là, de la fenêtre, la fameuse Windows. Windows? Whatever. Fenêtre, tu sais, je pense qu'il y a un gros stress par rapport à ça. Ouais. On a peur d'être catabolique, puis on a peur de genre, on va manger notre propre muscle si je mange pas après 10 minutes après le workout. Fait que si on parle un peu de la fenêtre qui est autour de l'entraînement, c'est quoi les recommandations par rapport à l'alimentation pré, même pendant et post-entraînement? Ben, en ce qui concerne la fenêtre, la croyance jadis, c'était que si tu consommes pas un mix de protéines et de glucides 30 minutes après ton entraînement, là, c'est ça, l'entraînement était un peu perdu, t'allais pas maximiser tes gains, parce qu'il y avait comme une fenêtre anabolique qui se créait là, avec l'entraînement. Puis là, donc, si tu donnais à ton corps le charbon nécessaire pour mettre ça dans son foyer, ben là t'allais créer du tissu. Bon. Moi, le foyer était allumé dans le gym. Exactement. Je finissais mon set. Shake. Direct. Exactement. Là, on sait que c'est moins vrai maintenant. C'est beaucoup plus la distribution des protéines dans la journée et dans la semaine de créer un ratio positif là, calorique qui va venir créer les tissus. Fait que moins de stress pour après l'entraînement. La fenêtre est... Fait que si je mange quand même un bon repas protéiné, 1 heure avant l'entraînement, je peux passer une bonne heure et demie après. Ben oui, ça va être correct. Exact. Super. J'ajoute, par contre, que si tu veux répéter ton effort dans un contexte où est-ce que le gym, ce n'est pas ta seule activité de la journée, là, la fenêtre devient un petit peu plus importante, mais pas tant importante, pas juste au niveau de la construction de tissus comme les muscles, mais aussi la resynthèse de ton glycogène. Donc, tu veux donner à ton corps suffisamment de glucides pour qu'il recrée de l'essence musculaire, tu sais, pour que tu puisses mettre ça dans ton foyer à toi pour faire ton activité physique le soir. Par exemple, que tu fais ta muscu le matin, tu es un coureur, tu vas maximiser ta resynthèse de glycogène après ta muscu, puis après ça, quelques heures après, tu vas aller sur la track puis faire tes intervalles, par exemple. Ben ça va être une meilleure pratique que de négliger complètement la fenêtre après l'entraînement. Noté. Un dernier aspect que j'ajoute, c'est l'aspect de sommeil. C'est important d'avoir une hygiène de vie qui promouvoit l'hypertrophie par le biais de longues heures de sommeil parce qu'il y a un aspect hormonal qui vient lorsque tu dors qui t'aide à recréer du tissu puis à venir vraiment maximiser ta masse musculaire. Il faut qu'elle ait été détruite dans la journée par l'entraînement, bien sûr, mais ça s'inscrit dans une hygiène de vie générale pour maximiser la masse musculaire. OK, super. Puis comme dans toutes les autres capsules qu'on a faites, on veut savoir un peu comment mesurer ça. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Fait que c'est quoi les outils
que je peux utiliser les stratégies pour savoir si mon hypertrophie se fait bien. Ouais. Vraiment, tu sais, on veut quantifier l'entraînement. Ça, je vais le répéter souvent là, dans les capsules. La quantification de ce que tu fais et la quantification de la réponse. Donc, en ce qui concerne la quantification de ce que tu fais, ton tonnage, la quantité de poids que tu as soulevé dans ta séance, ça compte, mais tu veux aussi avoir un regard en ce qui concerne le groupe musculaire ciblé. Donc, si toi, tu vises juste une hypertrophie du bas du corps, par exemple, mais ça va être important que tu distingues le nombre de séries que tu as donné pour tes quads, pour tes mollets, pour tes fessiers, pour tes adducteurs, peu importe. T'sais. Donc, tu vas venir séparer le tonnage total en groupes musculaires. Donc, ça, c'est ce que je recommande aux gens en fonction des groupes musculaires qui veulent augmenter là, la quantité de tissu, de mesurer. Mais ensuite, tu as comment est-ce que tu t'adaptes à l'entraînement. Et pour ça, tu peux mesurer des circonférences de ton mollet, de ta mensuration, cuisse. en fait. Ouais, exactement. Mensuration. Tu peux prendre des photos de toi, toujours dans le même contexte, avec le même éclairage, le même moment de la semaine. Donc, d'avoir un regard juste purement esthétique, si c'est ça qui compte pour toi. Et si tu veux aller beaucoup plus en détail sur qu'est-ce qui a changé dans ton corps, puis tu as accès à de l'équipement spécialisé, tu peux faire ce qui s'appelle un DEXA. Tu es couché sur un lit, puis il y a de l'imagerie par tranche qui se fait dans ton corps. Et là, tu vois tes os, ta quantité de masse musculaire, puis tu vois un peu ce qui a changé avec le temps parce que c'est vraiment précis, puis ça te permet de mesurer très finement le changement. Donc, on mesure ce qu'on fait à l'entraînement, puis on mesure la réponse pour voir est-ce que ce qu'on fait fonctionne. Et les plis cutanés, ça... Oui, c'est possible aussi. Par contre, je proposerais pas de faire juste les plis sans prendre de circonférence parce que là, tu aurais peut-être un regard incomplet. Mais règle générale, si la circonférence a grandi de ton membre, là, mettons qu'on va dire que c'est ton biceps, la circonférence de ton biceps a grandi, puis tu as la même quantité de plis adipeux, on peut penser que ta composition corporelle s'est améliorée positivement. Tu as gardé la même quantité de gras pour une quantité de tissu musculaire qui a augmenté. Ou à l'inverse, tu as le même niveau de circonférence, mais ton pli adipeux a diminué. On peut penser que ta définition musculaire a augmenté aussi, donc tu es content si tu visais un changement positif de composition corporelle. Mais s'assurer qu'on a quelqu'un de compétent, de certifié, que c'est toujours la même personne qui prend les mesures sur toi, parce que sinon, il y a une marge d'erreur quand même avec ça. Ouais, c'est ça. Puis il y a une fluctuation qui va peut-être dépasser le changement réel. Puis après ça, ça va être impossible de savoir qu'est-ce qui a changé. Mais le DEXA, c'est genre le truc. Oui. Pour tu sais, ça mesure la densité osseuse, ça mesure les aspects des organes. Tu sais, ça va quand même en détail sur le. Puis la bioimpédance, on en pense quoi? Je fais le signe dans même, je m'en tiendrais loin. Bioimpédance, c'est un petit courant électrique qui passe dans ton corps qui permet de mesurer, en tout cas de faire une inférence sur les compartiments, là, masse maigre, masse grasse, masse osseuse. C'est rarement précis, c'est très accessible, c'est ça qui est problématique. On y a accès dans des gyms normaux, puis comme, mais c'est hautement influencé par ton hydratation journalière. C'est hautement influencé par le fait si tu t'es entraîné ou pas avant. Il y a beaucoup de marge d'erreur, donc je suggérerais de s'en tenir loin. Il faut avoir un protocole super strict. Vraiment. Puis à un point tel que c'est peut-être impossible de être toujours dans le même état pour que le courant qui passe dans ton corps soit capable de mesurer le changement réel. Il faudrait que tu fasses plusieurs fois des passages. Mettons, une même journée, tu passes 10 fois de suite pour voir c'est quoi la fluctuation de la machine. Puis après ça, tu le fasses 10 fois de suite quand tu y retournes pour voir d'une fois à l'autre. Comment ça? Personne ne fait ça. Les photos, peut-être. C'est simple. Ça, on veut voir le changement. Fait que peut-être qu'on va se convaincre que, oui, c'est vraiment... Mais tu sais, de combiner plusieurs marqueurs, plis adipeux, circonférence, photos, comment que notre linge fit aussi, quand même, ça change plus vite qu'on pense des fois. Des fois, l'hypertrophie, ça coûte cher, hein? Changer notre garde-robe. Ça coûte cher. Cool. Y a-tu d'autres points que j'ai pas Moi, ça complète. Le plus important avec l'hypertrophie, c'est d'avoir du fun. Parce que souvent, c'est la finalité. C'est d'avoir du fun dans le gym, d'essayer des nouveaux protocoles, mixer les signaux de fatigue, de récupération, de utiliser des types de surcharge différents, des protocoles de deload. Tu sais, on peut vraiment s'amuser. Fait que je propose aux gens de atteindre leur objectif de nombre de séries stimulantes par semaine, puis au sein de cette
carré de sable-là, allez-y à fond. Là. Je pense que sur le web, en ce moment, ce qu'on trouve le plus comme information par rapport à l'entraînement, c'est beaucoup l'hypertrophie. C'est le plus accessible, ouais. Mais c'est aussi un des sujets qui est le plus dogmatisé. Ah ouais, totalement. Fait que, tu sais, c'est vraiment dur pour quelqu'un qui suit des gens avoir une idée plus grande sur le sujet. Fait que peut-être se tenir loin de c'est ça qu'il faut faire, c'est juste ça qu'il faut faire. Ouais, Il y a des formations en ligne que je vois que c'est genre c'est 8 à 12 reps. En bas de ça ou de ça, tu perds ton temps. Il faut comprendre que c'est un grand terrain. Ouais. On peut faire plein de choses fonctionnent. Puis selon ce que tu as envie d'être comme personne, comme développer comme talent, si tu as envie de faire de la force à long terme, ben, tu descends tes reps un peu, ça fonctionne quand même. Tu vas quand même prendre de la masse musculaire puis de comprendre s'il y a plein de trucs qu'on peut faire, je pense que c'est important. Je veux rajouter 2 choses qu'on a aucunement discuté, puis ça m'étonne qu'on ait passé à côté. Le rapport entre les femmes et la prise de masse musculaire. Ah, bon point. Puis la nouvelle science. Fait que je veux juste dire que le champ de l'hypertrophie, c'est ce qui a, à mes yeux, le plus progressé dans les 5-10 dernières années, étonnamment. Tu sais, on penserait que c'est une affaire des années 70 là, avec Arnold, puis Pumping Iron, puis les documentaires du passé. Tu sais. Mais non, il y a vraiment beaucoup de changements, puis il y a plein de chercheurs intéressants qui cherchent à partir de chacun des dogmes de la muscu, puis de dire est-ce que ça fonctionne, oui, non, puis ils passent un après l'autre. Fait que ça, c'est vraiment fascinant. Puis le futur, il est intéressant pour ce qui concerne le développement de l'hypertrophie. Mais le point clé que je voulais aborder avec toi, c'est la perception de la masse musculaire chez la femme. Là, on est 2 hommes qui en parlent, fait que c'est peut-être un peu glissant comme terrain, mais je veux juste dire que souvent, je me suis fait dire que mais je veux pas avoir l'air, tu sais, du Hulk ou quoi que ce soit, tu sais. Puis la quantité d'efforts nécessaires pour accroître sa masse musculaire, elle est vraiment immense, puis ça se passe jamais du jour au lendemain. Tu sais, souvent le discours va être c'est pas féminin ou je veux pas perdre le contrôle puis arriver à un moment où est-ce que c'est trop, tu sais. De un, on peut toujours se désentraîner puis revenir à ce qu'on était si c'est ça le problème, mais aussi le rythme de changement est tellement lent qu'on a vraiment le temps de corriger l'entraînement, puis c'est vraiment difficile de gagner de la masse musculaire, c'est important qu'on le mentionne. Puis ça prend beaucoup de testostérone pour ça, donc les femmes ont souvent moins de testostérone, donc un moins grand potentiel de bâtir de la masse musculaire. Fait que je sais pas c'est comment avec tes clientes, mais je sais que jadis, moi, quand j'étais, mettons, chez Minotus Plus, c'était un discours qui était redondant, là, ne pas vouloir gagner de la masse musculaire. Ben, chez les femmes et même chez les hommes, j'ai beaucoup de gars qui viennent me voir que c'est ça, c'est comme, moi, je suis artiste, je vais m'entraîner, mais je vais pas devenir, puis je comprends ton point, mais il y a des gens que leur seul et unique but dans la vie, c'est de devenir vraiment massif et ils n'y arrivent pas. Fait que je ne crois pas. Puis si jamais on se rend là, comme tu dis, on revient. Par miracle, tu sais. J'ai jamais aucun gars qui me dit, hey, là, Mike pourrait, trop de muscles. Je suis trop massif, je dois arrêter. Parce que la vie de tous les jours, fait que tu mets pas tous les efforts que tu dois mettre nutritionnels, de sommeil, de nombre de fois que tu t'entraînes. C'est très compliqué quand même de prendre beaucoup de masse musculaire. Fait que c'est rare que les gens qui viennent en salle vont finir par avoir trop de masse musculaire. Même les femmes, c'est quand même très rare aussi. J'ai quelques clientes peut-être qui se sentent un peu plus, mais en même temps, ils se sentent tellement plus fortes maintenant. Il y a un gros empowerment qui vient. Qu'ils se disent, hey, ça va, tu sais. Puis c'est quand même beau, puis je pense que c'est peut-être dû justement à ce qu'on a comme perception de ce qu'une femme devrait avoir l'air de, tu sais, mannequin, etc. Puis t'es comme, mais tu sais, moi, à mes yeux, tu veux juste avoir l'air musculaire d'un point de vue santé. D'un point de vue, je suis forte, je suis en contrôle de mon corps, je peux bouger des charges qui sont lourdes, j'ai moins de chances de me blesser dans mon quotidien. C'est plus ça l'intérêt de s'entraîner. Ça peut venir avec une masse musculaire, mais c'est rarement trop vite. Parce qu'on a en tête les culturistes pis les gens immenses. Mais ça, c'est non seulement avec de la drogue, exact, mais c'est leur vie. Il faut juste ça. Exactement. Juste ça. Fait que non, mais c'est pas, je pense que c'est un peu moins pire, je pense, depuis une couple d'années. Je pense que le discours revient un peu moins. Peut-être un peu au CrossFit. Peut-être que, ça vient un peu démocratiser ce genre de... Ça montre aussi qu'il y a plusieurs enveloppes corporelles qui plaisent à tout le monde, tu sais. Il y a des gens qui aiment les gens très minces, il y a des gens qui aiment les gens plus enrobés, puis il y a des gens qui aiment les gens musclés. Fait que, tu sais, deviens qui tu veux être, puis il y aura quelqu'un pour toi. Puis t'as toujours le contrôle de toute façon sur si j'étais un petit peu trop loin, je recule. Oui, mais tu vois que rapidement, ça s'envole. Fait que t'as pas peur d'y aller un petit peu puis de pouvoir doger, mais non, c'est ça. Fait du sens, Frank. Thank you.